que Vincent va nous faire part de ses problématiques sur la digitalisation d'un petit organisme de formation. Donc je pense que, ce retour d'expérience, va vous nourrir et va amener des questions. Donc, on vous invite bien évidemment à interagir avec nous, pour que l'aventure soit la plus riche possible. Donc, on va baigner dans un monde d'acronymes. On va laisser la parole à Vincent. Merci Luc. On va essayer de les expliquer, les acronymes. On est là, alors je dis on parce qu'il y a Patricia Morel que vous avez également, avec qui on est associés. Donc on travaille tous les deux dans la digitalisation depuis, allez, je dirais sérieusement, depuis une bonne année à digitaliser tout ça. Et l'idée, c'est de vous apporter les difficultés qu'on a rencontrées parce que je peux vous dire qu'on y a passé beaucoup de temps. On a rencontré pas mal de difficultés, de problématiques pour comprendre ce qu'il fallait faire et comment on pouvait le faire. En fait, vous parlez aujourd'hui de cette digitalisation qu'on a voulu un peu globale, c'est-à-dire que on a essayé de partir, de digitaliser la vente, de digitaliser le suivi de la vente, de digitaliser l'administratif. Je dirais qu'il y a des choses sur lesquelles on ne s'était pas encore penché, qui était la digitalisation de l'animation des formations. Mais je crois qu'il y a deux, trois trucs qui sont passés dernièrement qui nous ont mis un dernier coup de pied aux fesses pour nous mettre un chantier supplémentaire. Du coup, on a également intégré cette partie-là. Je vous donne rapidement, très vite, ce que c'est. Donc, la structure s'appelle en fait Formagora. Moi, à l'origine, je suis formateur indépendant, plutôt dans la partie commerciale, vente B2B, vente complexe. J'ai fait ça pendant 15 ans, tout seul, dans mon coin, avec toutes les difficultés qu'on rencontre quand on est indépendant pour se développer, les difficultés de temps, les difficultés de commercialisation, les difficultés de gestion d'un agenda pour équilibrer prospection et facturation et production, en fait. Depuis 3 ans, donc, Patricia m'a rejoint, ça nous a permis de passer un cap et ça nous a permis de mettre à notre catalogue des formations d'autres formateurs. Et aujourd'hui, on vend en fait des formations qui ne sont pas forcément les miennes on travaille pour ça avec d'autres formateurs. Et on est en train de créer, parce qu'en fait, c'est loin d'être terminé tout ça, on est en train de créer un collectif de formateurs. Je faisais le point ce matin, on a un outil de communication là, entre nous, on est 60 dessus. Donc l'idée, c'est réellement d'arriver à, à, générer par le groupe, à simplifier par le groupe la totalité du travail du travail des formateurs, de façon à ce qu'on aille plus vite ensemble. Ok, est-ce que tu peux, Vincent, nous dire pourquoi tu as voulu digitaliser ton process, hein, et comment tu t'y es pris? Alors la raison de digitalisation, en fait, c'est Calliope qui m'y a poussé. Hein. C'est Calliope qui m'y a poussé. Alors il y a très longtemps que je travaille avec la digitalisation pour commercialiser les prestations. Alors site internet, j'en parle pas pour le moment parce qu'en fait on avait un site, mais ça servait pas à grand chose. En fait, il n'était pas efficace. Par contre, depuis 2009, je suis présent sur LinkedIn et j'ai beaucoup travaillé avec LinkedIn pour développer, pour commercialiser, pour promouvoir mes services. Ça m'a beaucoup apporté. En fait, LinkedIn était pour moi un des outils qui permettait de faciliter pour un indépendant l'accès à à de la communication digitale. Donc, on avait fait ça il y a un moment, on le développe, on avance toujours là-dessus et, euh, et c'est quelque chose qui nous porte pas mal. Mais en fait, le déclenchement a été Calliope. On était datadocké depuis le début. Et quand il a fallu se pencher sur Calliope, on a commencé, on a les process, on était quasiment prêt à faire Calliope avec du papier, avec de l'Excel, avec du Word, avec des dossiers, avec des fichiers.
Et puis quand on se rend compte le temps qu'on met pour faire une convention, pour faire un dossier complet, hein, le devis, la convention, les envois de convocation, les feuilles d'émargement, les attestations, etc., etc. Quand on voit le temps qu'on met pour faire ça sur un dossier, on se dit à un moment, il faut, c'est pas possible, quoi. On ne peut pas se permettre de passer ce temps-là, d'autant plus que comme on commençait à vendre des formations et à travailler pour plusieurs formateurs, ben, il fallait qu'on simplifie les choses. Donc, la recherche, en fait, a commencé par là. Et on s'est mis en recherche d'un logiciel, d'un ERP. Alors, on va parler d'ERP. ERP, tu m'aides, Luc, ou tu m'aides pas? Tu vois, j'ai dit j'allais les expliquer les acronymes, mais bon, d'un logiciel de gestion voilà. ouais, d'un logiciel de gestion du centre de formation. Et puis là j'en ai regardé plein, quoi. Il y en a pas mal sur le marché. On a passé des heures et des heures en recherche, en démonstration, en analyse. On a fait des tableaux avec des attendus pour vérifier, enfin, un vrai cahier des charges pour vérifier que chacun correspondait dans les cases. Et en fait, on a mis un an. Pendant un an, j'ai cherché. À chaque fois, je me disais, bah, celui-là, il ne correspond toujours pas. Alors, il y en a qu'on a éliminé très vite. Pas parce qu'ils n'étaient pas bons, hein, mais parce qu'ils ne correspondaient pas à notre structure, parce qu'on était sur des logiciels qui étaient pour des grands centres de formation, comme ça. Donc, ce n'était pas parce qu'ils ne marchaient pas. On les a éliminés et à chaque fois, on en trouvait un autre et on se disait, bon, allez, tant pis, on va faire une démo parce qu'on n'est pas complètement satisfait. En fait, je pense, j'ai compris à la fin qu'on ne peut jamais être satisfait de ce genre de choses. Et donc, au final, oui, Claire. Mais tu peux nous partager quels ont été tes critères pour choisir ces process et notamment pour ton ERP? Alors, moi, les critères au départ étaient simples. Il se trouve que comme on est devenu petit à petit, parce que comme on vendait des formations pour d'autres formateurs, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'il y a beaucoup de formateurs qui venaient nous voir en nous disant, moi, je suis Datadocké, parfois je n'étais pas Datadocké, mais je suis Datadocké, mais je ne veux pas aller sur Calliope. Je n'ai pas envie de rentrer là-dedans, je ne veux pas aller là-dessus. Est-ce qu'on pourrait travailler ensemble? Et en fait, ces formateurs nous demandaient une chose, ils nous disaient, est-ce que vous pouvez me porter, entre guillemets, sauf que ce n'est pas salarial, quoi. C'est de la facturation, c'est-à-dire, est-ce que je peux passer par vous pour vendre des prestations à mes clients qui soient pris en charge par les OPCO? Alors, ben oui, on a répondu oui, bien sûr, on sait faire le process Calliope, on sait faire le process administratif, donc on est capable. Mais alors, ça nous a rentré d'autres problématiques. C'est qu'en fait, pour faire ça, aujourd'hui, il y a une responsabilité une notion de responsable pédagogique qui est responsable de la qualité du formateur, à la fois sur le plan pédagogique et à la fois sur le plan technique de ce qu'il enseigne. Donc, il faut le valider avant. Alors, il y a différentes façons de le valider. Hein. Quelqu'un qui a une formation de formateur, ben, je ne vais pas être plus royaliste que le roi. Moi, j'en ai pas fait. J'en ai pas, moi. Donc, j'ai formé pendant 20 ans sans en avoir. Je ne vais pas exiger de personne des choses que je n'ai pas. Donc, en fait, on va le valider. Si c'est quelqu'un qui a, pendant des années, travaillé dans la formation, qu'il a des factures, des preuves, etc., ben, c'est pareil. S'il a un numéro d'OF, ben, la directe a accepté qu'il soit organisme de formation. Pourquoi moi, je ne l'accepterai pas? Je suis peut-être un peu limite là-dessus, mais c'est la perception que j'ai des choses. Je ne me vois pas être plus exigeant que la directe. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Comme ils nous ont demandé de faire ça, il a fallu qu'on fasse l'administratif pour plusieurs formateurs, pour plusieurs entreprises, mais pour le moment avec un seul numéro de SIRET, puisque c'était dans tous les cas nous qui facturions. Donc les critères, c'était quoi? J'avais besoin d'un logiciel où il y a une base multi-formateur, où il y a une base multi-stagiaire, multi-entreprise, multi-financeur et un seul SIRET. Sauf que il se trouvait que certains formateurs nous disaient, mais moi je vais être Calliope, mais je voudrais que vous me fassiez mon administratif. Donc du coup, il fallait également que je me garde la possibilité de pouvoir facturer avec un deuxième SIRET parce qu'on allait faire l'administratif en nom de ces personnes-là et facturer avec leur SIRET. Donc on avait un ensemble dans ce cahier des charges. S'il y en a d'entre vous qui ont besoin, en fait, on a fait un tableau Excel avec tout un tas de critères. Je n'ai pas inventé la poudre, on a mis beaucoup de temps à le faire. S'il y en a d'entre vous qui ont besoin de ce tableau-là, je suis prêt à vous le passer, ça ne me pose aucun problème si vous m'envoyez un petit mot sur LinkedIn ou comme ça. Et du coup, on cochait les cases, mais on n'arrivait jamais à cocher toutes les cases, quoi. Donc ça ne marchait pas, ça ne fonctionnait pas.
Voilà par rapport à ces éléments-là. Et dernier problème, c'est il faut aussi l'interfacer. La grosse difficulté qu'on avait, c'était l'interfacer. Est-ce que, je vous donne l'exemple, est-ce que on a un catalogue de formation, on a à peu près 200 formations aujourd'hui. Est-ce que ces formations, elles sont stockées, enregistrées dans le logiciel de gestion et le site internet vient les chercher dedans pour les afficher? Est-ce que ces formations sont affichées dans le site internet et le logiciel de gestion vient chercher ces formations dans le site internet pour démarrer une logique d'administration? Parce qu'en fait, il n'est pas question de faire le boulot 3 fois. Si on se digitalise, c'est pour éviter de saisir les formations 3 fois, de saisir les sessions 3 fois, de saisir les documents 3 fois. L'idée, c'est réellement de faciliter les choses et de gagner du temps. Donc, voilà la grosse difficulté qu'on a eue. Alors, je peux vous en citer. Hein. On a vu Dendreo, on a vu, aide-moi Patricia, on a vu Dendreo, tu te souviens pas? Bon, on a vu tout un tas de logiciels. En fait, il y en a un qui est très bien et je peux peut-être me permettre de le citer, qui est très simple, qui est pas cher, mais qui a une grosse limite, c'est le problème. On peut travailler qu'avec un numéro de SIRET ou alors il faut avoir plusieurs abonnements. C'est Digiformat, qui est un petit logiciel extrêmement interactif. Il y a un deuxième inconvénient, à mon avis, c'est qu'il n'y a aucune assistance téléphonique. C'est vraiment tout du chat et les réponses ne sont pas toujours très, très rapides. Ça aurait été très bien si on restait à toute petite échelle. Mais là, le problème, c'est qu'on passait à une échelle où ça ne suffisait plus. Et quelles seraient tes préconisations après toute cette étude de marché pour la communauté? Est-ce que quelle est la plus-value de digitaliser son process au-delà de Calliope? Et quels seraient les conseils que tu donnerais à des petits OF ou des plus grands? Alors, je vais répondre en 3 parties, Claire. Première partie, aujourd'hui, sur la partie commerciale, pour moi, je ne vois pas comment, en tant qu'OF, petit ou grand d'ailleurs, on peut se passer du digital pour vendre. Ça me paraît totalement impossible, mais le problème, c'est que vendre par le digital, aujourd'hui, c'est devenu un métier. Le web marketing, le marketing automation, la génération de leads, le social selling, toutes ces choses-là sont devenues extrêmement techniques. Et on ne peut pas être bon dans tous ces domaines, à mon avis. Moi, je ne me débrouille pas trop mal sur le social selling, mais le reste, toute la partie référencement du site pour créer des pages d'atterrissage qui soient efficaces, qui marchent, qui permettent de recueillir des contacts, référencer le site, écrire des articles. Je ne sais pas faire tout ça, ou si je sais le faire, je suis totalement basique, donc je le fais mal. Ce qui veut dire que aujourd'hui, sur ce genre de choses, on a 2 solutions. Soit on apprend à le faire et c'est un temps fou, soit on le sous-traite et forcément c'est des budgets importants, soit, et je pense que là il y a un intérêt et on est en train d'essayer de faire ça parce que c'est loin d'être réussi aujourd'hui, c'est loin d'être abouti. Pour moi, la solution là-dessus, elle est au collectif, elle est à la mutualisation des choses. Vous le voyez avec EdTechWest, hein, je pense que EdTechWest marche parce qu'il y a un collectif, parce qu'il y a des personnes qui sont compétentes dans différentes choses. Par exemple, il y a quelqu'un qui connaît Klaxoon. Pardon, il n'est pas là. Mais en fait, c'est ça. Je crois que ce qu'on a vécu ce matin, c'est exactement ce qu'on vit dans notre collectif de formateurs. On a, là, vous avez qui est parmi nous, Agnès, qui est une spécialiste de l'ingénierie du digital learning. C'est des gens qui sont avec nous. Mais aujourd'hui, il faut qu'on crée cette communauté, qu'on bosse chacun. Chacun a des spécialités. Le problème de ça, c'est quoi? C'est créer un ciment, en fait, parce que, je vous ai dit tout à l'heure, on est 60 sur le Slack. Alors, on a un Slack, on communique, on met plein d'infos. Alors, avec le coronavirus, on a fait une veille pour c'est quoi les aides pour les indépendants, c'est quoi les process pour le FNE. On a fait tout un tas de choses. Il y avait plein d'infos qui tombaient. Chaque fois que quelqu'un avait une info, on a été, je pense, sur la veille, on a été top pendant ces 2 mois. Sauf que derrière, on est 60. Il faut absolument, sur une communauté comme ça,
que chacun dise, mais moi je fais ça et je m'y mets et je m'y lance. On se rend compte que sur les 60, il y en a évidemment qui sont dans cette dynamique, mais il y en a, c'est plus compliqué. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont du boulot, parce qu'ils ont d'autres optiques. Donc, il faut absolument, dans ce collectif, arriver à cimenter le truc, à créer une équipe et à créer une dynamique. Alors, donc, ta préconisation pour la partie de la digitalisation du process de vente, ça serait de s'appuyer sur des collectifs, oui, oui, surtout. Alors, des compétences qui deviennent très techniques pour vendre sur le web. Bien sûr, du coup, dans nos formateurs, nous, on en a un qui est spécialiste en LinkedIn, qui m'a beaucoup appris. Moi, j'ai été voir des formations avec lui. On en a qui sont sur les outils de référencement, etc. Et justement, en fait, chacun peut apporter quelque chose. Okay. On fait aussi un autre truc clair qui est, mais là, c'est assez spécifique, ça n'a rien à voir avec la digitalisation, en fait. C'est que le 3e vendredi de chaque mois, on a une salle de formation là derrière. Évidemment, on a arrêté depuis le mois de mars, mais le 3e vendredi de chaque mois, il y a un des formateurs du groupe qui prend une journée et qui forme tous les autres qui veulent venir à sa spécialité. Donc, ça tourne, hein, ça nous intéresse pas, on y vient pas, mais c'est aussi une façon d'être formé à ces choses-là. Et puis, c'est une façon également de se connaître, parce qu'il n'y a pas un vendredi où les gens ne partent pas en disant « Oh là là, on est dans le même domaine, où on a la même approche, il faut qu'on bosse ensemble. » Donc, à la fois, ça crée du ciment, et à la fois, ça nous permet de comprendre et de connaître le b.a.-ba des méthodes des autres. Est-ce que tu pourrais maintenant, je vois qu'il est déjà 9h20, nous parler de l'autre étape? On entend bien ta préconisation, hein, de s'appuyer sur des compétences pour la partie de la vente, de la formation. Quelle serait ta préconisation au regard de ce que tu as fait sur la partie de la gestion des apprenants, de la gestion du back-office? Quelles sont tes préconisations pour digitaliser toute cette étape-là? Alors, sur la partie de l'administration, je diviserai l'administration en 2 parties. Il y a la partie administration des ventes, tout le suivi, ce qu'on appelle la GRC, la gestion de la relation client, qui doit forcément, à mon avis, être interfacé avec le logiciel de gestion de tous les documents et de toutes les sessions de formation, parce qu'encore une fois, ça va éviter de saisir les choses. Donc, sur cette partie-là, je vous disais, on a vu plein de logiciels, on a vu plein de choses, rien ne nous allait. Et en fait, on est tombé sur aujourd'hui une entreprise qui nous a proposé son logiciel en nous disant, voilà ce que je vous vends. Et en fait, quand ils nous ont fait la démo, ils n'étaient pas du tout au point. C'était vraiment, ils n'étaient pas prêts à vendre. Ils vendaient quelque chose qui, pour moi, n'était pas prêt à être vendu. Sauf qu'il y avait un vrai avantage pour moi. Un vrai avantage, c'est que comme c'était un logiciel qui était sur une base d'open source, donc ça s'appelle Dolibar, hein, à l'origine c'est un CRM qui s'appelle Dolibar, qu'on peut paramétrer, qu'on peut développer. Comme ils étaient là-dessus, moi je leur ai dit, écoutez, ce que vous me proposez aujourd'hui, pour moi, c'est pas viable. Par contre, ce que je vous propose, c'est de vous aider. On va travailler ensemble, on va avancer, on va finir de l'adapter à des métiers comme le nôtre, à des organismes qui gèrent plusieurs formateurs comme ça, et on va le travailler. Et en fait, le gros avantage de ça, c'est que on a travaillé avec eux, on a mis énormément de temps. On a remplacé, je dirais, un investissement de départ, ce qu'ils appellent souvent les onboarding là, sur ces logiciels qui coûtent entre 4 et 6 ou 7 000 euros quand on prend un logiciel tout fait. On l'a remplacé par du temps et de l'investissement pour adapter le logiciel. Donc, on est en train, en fait, d'adapter un ERP open source de manière précise à la façon dont on va travailler. Et là, l'idée claire là-dessus, c'est effectivement, nous, de gagner du temps, puisqu'en fait, plus on gagnera de temps, moins quand on fera des conventions et de l'administratif pour des formateurs, moins on aura besoin de leur prendre de commission, plus il en restera, plus on pourra réinvestir dans du développement commercial. Et en fait, on est dans un cercle vertueux. L'idée, là, on est dans un collectif. Tout ce qu'on peut gagner, tout ce qu'on peut réinvestir, c'est dans le but de développer l'activité de chacun. Gagner du temps, développer de l'activité, qui sont pour moi les 2 problématiques des consultants.
Et ça serait une de tes préconisations pour la communauté de processer et digitaliser la partie administrative et le support administratif? Moi, je pense que on ne peut pas, avec Calliope qui arrive, pour des formateurs, je ne vois pas comment des formateurs vont pouvoir passer à Calliope sans digitaliser l'administratif. C'est faisable, mais ça va être un boulot fou. Donc, je pense que c'est indispensable. Je pense qu'il faut trouver les moyens à la hauteur. Et l'histoire du logiciel paramétré sur mesure, c'est faisable à une condition, c'est d'être plusieurs à se regrouper. Réellement, la solution que je vois au métier de formateur demain, c'est du collectif, parce que ça devient trop compliqué. Et j'ai parfois l'impression, et je l'ai lu, moi je ne le crois pas profondément, mais je l'ai lu dans beaucoup d'endroits. Il y a quand même beaucoup d'endroits où on lit que Calliope avait pour but de faire disparaître les formateurs indépendants. Ben, je pense que si ce n'est pas le but, ça sera le résultat par contre. Vincent, nous, on a bien entendu ton process digital en amont, hein, dans la vente, avec ta préconisation de s'appuyer sur des compétences web marketing, ta préconisation sur la partie administrative, hein, pour se caler aux exigences de Calliope. Est-ce qu'il y a un autre champ où tu préconises une digitalisation du process? Ben, je crois qu'aujourd'hui, avec ce qui se passe depuis le mois de mars, c'est qu'on est obligé d'aller sur de la digitalisation de la pédagogie, de la formation elle-même. Alors, je fais encore un peu de formation plutôt dans des centres de formation des écoles de commerce, souvent sur des masters. Ben, je me suis retrouvé il y a 2 mois, confronté à des problématiques que je ne connaissais pas. Alors, j'ai la chance d'être un peu branché digital, donc je m'en suis vite sorti, mais certaines personnes qui n'ont pas d'acquaintance avec le digital, je pense que c'est pas facile de passer. Alors, les outils de visio, ça va. Mais être capable de faire en ligne des cours, il y a c'est Erwan là, qui est avec nous, qui travaille beaucoup là-dedans et qui travaille sur tout ce qui est motion design, etc. Mais créer des cours, des formations avec de la vidéo, des explications, du mix, et puis ce que vous faites beaucoup d'entre vous, hein, qui est le côté comment structure-t-on un cours à distance, parce que pour moi, ça n'a plus rien à voir avec un cours réel. Et je me rends compte que beaucoup de jeunes que j'ai me disent oh là là, hier on a fait 7 heures de visio, c'était un enfer, quoi. Bien sûr. Parce que c'est ingérable, ils ne peuvent pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez des formateurs qui avant faisaient 7 heures de cours magistral et qui n'ont pas eu le temps de changer leur structuration de formation et qui ont continué à faire ça, ben, ça a donné des résultats catastrophiques. Si vous aviez des formateurs qui ont réussi à modifier leur pédagogie, ça a mieux marché. Mais ce n'est pas évident parce qu'on a quand même réagi en 15 jours. Hein. Moi, je pense que j'ai fait plus de progrès en formation à distance en 2 mois que j'en ai fait en 20 ans avant. Donc, c'est aussi ça. Et en fait, je pense que beaucoup de personnes qui, avant, faisaient déjà ce qu'on appelle la pédagogie inversée, qui faisaient travailler les groupes sur des recherches, sur des analyses, puis débriefer en cours, puis faire des forums de questions, puis essayer d'avoir du retour et alterner de la recherche personnelle, du travail d'analyse, un échange, un apport, en fait, de la formation moderne, comme on l'a fait aussi en entreprise. Moi, je travaille beaucoup en entreprise avec des forums où on fait un apport d'1 heure et demie, on fait des groupes d'intelligence collective, on fait des débriefs. Aujourd'hui, je crois que c'est de ça dont ont besoin les gens pour avancer. Et en fait, ces modèles de formation présentielle se prêtent très très bien à la formation à distance. Sauf qu'on communique par l'outil qu'on a devant nous là aujourd'hui, mais ça ne change rien. Le seul truc, c'est qu'il faut être capable de structurer la formation autrement pour capter, pour tenir l'attention des personnes. Alors moi, il y a un truc qui me manque, hein, c'est
alors le problème de beaucoup, c'est qu'on a les webcams, on ne les a pas. Mais ce qui me manque, moi, c'est de voir le visage des gens, de sentir s'ils ont ressenti, de sentir s'ils ont compris, de sentir s'ils ont ressenti, de sentir si mon message est passé. Parce qu'on peut aller chercher tous les feedbacks qu'on veut. Le non-verbal, pour moi, en tant que formateur, est primordial. L'attitude, le comportement, ce que les personnes sont en train de faire. Et ça, sincèrement, ça a été la grosse difficulté que j'ai rencontrée pendant ces 2 mois. Je suis pas en connexion avec la personne qui est en face comme quand elle est en face. Merci. Je confirme. Je pense que ça rejoint évidemment ce que les uns et les autres vivent. Je propose, il y a eu pas mal de remarques là. Moi, j'aurais envie de reposer une question à tous sur ces 3 étapes de process que Vincent nous vient de nous dire et les 3 endroits où il a impulsé une digitalisation. Qu'est-ce qui pour vous est le plus important et qu'est-ce que sur chacune de ces étapes, qu'est-ce que vous-même qui êtes avec nous avez expérimenté, avez monté, avez inventé, découvert, soit dans la vente, soit dans la partie administrative, soit dans l'animation. Voilà, je vous propose tout simplement, on avait monté notre klaxon qui n'a pas fonctionné ce matin. Ouais. Je me permets d'ouvrir les micros et puis ceux qui veulent témoigner. Peut-être Monsieur Dejean, là, que je vois qui avait l'air de vouloir témoigner. Bonjour. Alors, excusez-moi, tout d'abord, j'ai eu des soucis de connexion pour rejoindre le webinaire. Je ne trouvais plus le lien, donc je suis arrivé un peu en retard. Je vous demande de bien vouloir m'en excuser. Donc, je suis arrivé avec quelques minutes de retard. Est-ce que tu peux nous témoigner ce que tu as mis en place dans ton Oui, tout à fait. Voilà. Alors, tout à fait. Il y a plusieurs projets qui datent d'il y a déjà 5 ans, en réponse à un appel d'offres de Pôle emploi au niveau national. L'organisme de formation dans lequel je suis intervenu a mis en place, à partir de rien, puisqu'elle ne le proposait pas du tout, une formation mixte, donc avec des temps présentiels et majoritairement des temps de construction de projets en ligne. Pour ça, nous avons commencé à monter progressivement au niveau de l'entreprise, puisqu'il n'y avait pas de service dédié. Il y avait des formateurs. Ah, j'entends quelqu'un qui pianote. Une petite parenthèse, que chacun referme son micro. J'ai ouvert pour pouvoir vous donner la parole, mais il faudrait que ceux qui ne parlent pas ferment leur micro. Voilà, merci. Merci. Donc, je disais que cet organisme de formation qui existe depuis au moins 30 ans et au niveau national a remporté cet appel d'offres de la région Pays de la Loire. Mais pour autant, comme ça a été évoqué juste précédemment, pour remporter l'appel d'offres, ils ont effectivement vendu quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire que les commerciaux ont proposé un outil qui allait être complètement déployé à partir de rien. L'outil n'existait pas, il a été entièrement créé en 3 mois. Avec un service informatique constitué de 5 personnes, un service communication constitué de 2 personnes et un service formation à distance qui s'est créé constitué de 2 personnes, à savoir la chef de projet et moi-même sur la conception pédagogique. À cela, s'est adjoint une équipe d'experts métiers qui était volontaire et qui est expert métier sur le domaine de la construction de projets professionnels, l'orientation, où nous avions de mémoire, je dirais, on avait quoi? On avait 5 ou 6 collègues maximum qui sont intervenus pour nous apporter leur expertise métier sur l'accompagnement des individus. Et ces personnes-là avaient, pour la majorité d'entre elles, l'esprit ouvert en termes de projets, de nouveautés, étaient axés sur l'innovation. J'avais un collègue qui était bénévole en cinéma comme moi et qui avait de fortes compétences techniques en termes d'audiovisuel, en termes de multimédia. Mais il métier, donc l'insertion professionnelle. Donc 3 mois de projet livré, un taux de satisfaction de, je crois, 92% après enquête auprès des différents apprenants. Donc au bout de, on va dire quoi, 5 mois, donc lancement 3 mois, 5 mois retour d'utilisation, 92% de satisfaction.
Suite à ça, le service s'est développé et recrutement donc d'une chef de projet informatique qui passait son master 2 d'ingénieur pédagogique et recrutement d'un graphiste professionnel, graphiste classique, bande dessinée, qui est un collègue que je connaissais aussi, et recrutement d'une personne qui savait gérer les budgets. Parce qu'effectivement, il y a la notion du coût. La mise en plateforme mixte ou tout à fait en ligne a un coût assez conséquent. Donc, il s'agit de voir à amortir ce coût, comme pour tout projet, je dirais classique, amortir ce coût dans le temps. Donc, en dehors de cet appel d'offres-là, qu'est-ce qu'on propose comme autre offre produit aux clients qu'on a déjà? Est-ce qu'on peut conquérir de nouveaux clients? Comment amortir ce coût d'achat de licences, de location de plateformes en ligne, de personnes à rétribuer sous forme de salariat, puisqu'il ne s'agit pas de stage ou de bénévolat. Donc, on a recruté, donc on a dit 1 personne, 2, 3, 4 personnes en 6 mois. Donc, il faut pouvoir assurer ces coûts-là. Là, c'est un projet qui a été développé sur des fonds publics, enfin d'un appel à projet, pour digitaliser, mais surtout la dernière, ce qu'on a vu en l'étape 3, c'est-à-dire sur le process lui-même d'animation des formations avec une plateforme. Oui. Ah, ok. Alors, le process d'animation, oui, vous voulez une réponse sur le process d'animation? Non, mais c'est peut-être pour laisser la parole à d'autres. D'accord, très bien. Voilà, et peut-être si d'autres ont d'autres expériences sur la digitalisation du process, soit de vente, soit de back-office. Est-ce qu'il y en a d'autres qui peuvent témoigner ou partager ce qu'ils ont monté ou développé? Moi, je peux juste rapidement, sans accaparer trop la parole, dire que les petits organismes de formation, ils ont du mal à digitaliser. J'ai eu l'exemple avec un OF de Martinique qui avait 4 employés avec 4 emplois vraiment au bord du gouffre. Et même en simplifiant et en optimisant les budgets, ils n'ont pas les moyens de digitaliser et de payer 1 heure de digital learning à 6 000, 8 000 €. Donc, il faut qu'ils mutualisent. Et Vincent le disait, la mutualisation, c'est sûrement la porte de sortie pour ces petits organismes-là. Voilà. Et puis, le coût du LMS. Je reviens sur un truc là-dessus, Luc. Aujourd'hui, un site internet, à minima, si on veut faire quelque chose de bien, parce qu'à moins qu'on soit capable de développer, hein, mais c'est 4-5 000 et ça peut aller jusqu'à 15 000 si on veut un beau catalogue bien référencé. Ouais. Un Calliope, aujourd'hui, ça vaut 3-4 000 d'accompagnement, ça vaut 2 000 € de certification. Un ERP, ça vaut 3, 4, 5 000 si on veut avoir quelque chose qui soit autre que de Digiformat, ça vaut 3, 4, 5 000 de mise en place, puis ensuite des abonnements qui oscillent entre 200 et 500 € suivant ce qu'on prend. Vous avez là-dessus la partie LMS éventuellement qui peut être en plus des abonnements mensuels. On est sur des coûts qui sont énormes si on veut se digitaliser sur toute la ligne. Et sincèrement, quand on est formateur indépendant, qu'on anime 12, 13, 14 jours par mois, et c'est déjà beaucoup, qui reste un peu pour faire l'administratif, pour faire tout ça, qu'est-ce qui reste aujourd'hui en termes de revenus, surtout quand on voit l'orientation des prix. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui est dans une démarche de vendre les formations chères et de monter les prix parce que je ne vois pas comment on peut vivre aujourd'hui en vendant des formations à 600-700 € la journée quand on vend directement à l'entreprise. Mais il faut qu'on résolve cette problématique, à la fois un volume de temps minimum, à la fois des prix bas, à la fois des coûts très importants pour digitaliser et à la fois un temps fou pour mettre tout ça en place. Il y a une équation qui ne marche pas là. Donc, pour moi, la seule solution, c'est d'abord d'essayer d'adapter les choses et ensuite, la solution, elle est qu'on se cotise pour y arriver, quoi. Merci Vincent. Est-ce qu'il y a d'autres retours et d'autres partages de personnes qui ont initié? Je vois Stéphane qui… Je veux bien compléter une réflexion plus qu'une expérience et puis quelque chose que j'avais entendu sur un podcast, la notion de Learning Community Manager comme une fonction à part entière qui est un mix entre le Community Manager qu'on connaît bien, qui anime les réseaux sociaux,
et le digital, la personne qui est plus sur les contenus et le formateur, quoi, le formateur numérique, le formateur digital. Et cette notion de mixer en fait la notion d'animation de communauté et de travailler sur les processus d'apprentissage et de formation peut être un nouveau métier qui apparaît par rapport à la transformation numérique dans le secteur de la formation. Donc voilà, c'était quelque chose que j'avais entendu dans un podcast qui m'avait semblé assez pertinent. Donc voilà, pour partager. J'étais en train de lire ton message, Stéphane, là, sur le chat. En fait, ce dont tu parles, et c'est Erwan aussi qui en a parlé là, comment il a dit, de fonctionnement en social learning. En fait, oui. Ce poste-là d'animateur, de fédérateur, de créateur de dynamique entre les personnes, moi, ça me fait penser à un truc. C'est exactement ce que j'essaie de faire aujourd'hui avec les formateurs. J'ai la même problématique. Ouais. L'idée, c'est d'être capable en permanence de faire que chacun vienne y mettre un petit bout de lui, d'aider. Et en fait, la seule difficulté qu'il existe là-dedans, c'est que quand on démarre, tout le monde est partant, tout le monde a envie de faire ça. Au bout d'un moment, il y a plein de gens qui n'ont pas le temps. Et c'est de faire comprendre à tout le monde que quand on met un, on en retire 10, quoi. Et au début, c'est pas évident parce que quand on n'a pas ce fonctionnement-là, il y a plein de gens qui arrivent avec nous et qui nous disent qu'est-ce que je vais y gagner. Et ma réponse, c'est souvent, avant de voir ce que tu vas y gagner, dis-nous ce que toi tu peux y apporter, quoi. Parce que tu n'y gagneras rien si tu nous apportes rien. Mais qu'est-ce que c'est différent? Alors, je pense que les mentalités changent. Je pense que les réseaux sociaux permettent de faire changer ça et tout le monde est en train de comprendre qu'il faut donner d'abord, qu'il faut vendre autrement, qu'il faut vendre sans vendre, qu'il faut apporter des choses pour en retirer. Mais c'est un vrai métier. Pour moi, ça me semble être en tout cas un nouveau métier, en tout cas qui appelle de nouvelles compétences et qui me semble très importante à intégrer dans son processus de construction. Et je l'ai entendu notamment même là on parle des petits OF et tout ça, mais le pendant est vrai. Je me souviens plus très bien sur quel podcast, je pourrais vous renvoyer si je le retrouve. Mais en fait, c'était quelqu'un qui était animateur de formation et responsable de formation dans un grand groupe. Et il avait cette même problématique au sein de son entreprise d'engager. Ils avaient un beau LMS, ils avaient plein de formations disponibles pour tous leurs salariés. C'était un gros machin et tout, bien structuré. Mais effectivement, s'il n'y avait pas quelqu'un qui était là pour dynamiser tout ça, relancer les apprenants, les accompagner dans leur processus. Tutorer, mentorer, hein. Tu parles de ça en fait. Pardon ? Tu parles de tutorat, de mentorat, c'est hyper important. Ouais. Bon, je passerai bien la parole à Agnès Couteux qui nous a mis aussi sur la façon dont le processus est digitalisé avec la prise en charge des tuteurs. Agnès, tu veux nous partager quelque chose que tu aurais mis en place ? Alors oui, pour ma part, en fait, j'ai travaillé avec la Croix-Rouge française à Tours, qui envoie des apprenants donc en stage pendant 6 mois à l'étranger. Et nous avons travaillé l'année passée à la digitalisation justement des formations, l'accompagnement de ces apprenants donc qui étaient partis de par le monde, avec évidemment des difficultés parfois techniques liées au lieu où l'apprenant se trouvait, pas au lieu en lui-même de la Croix-Rouge qui pouvait offrir via Dokeos une plateforme LMS de diffusion suffisante. Mais nous avons travaillé particulièrement en fait sur ce qui était évoqué par Luc à l'instant, sur le tutorat. C'est-à-dire comment continuer à accompagner un apprenant, sachant qu'il est quand même parfois à bien des kilomètres de nous, sur des horaires en décalé et quelle pédagogie on peut mettre en œuvre dans ce contexte-là. Donc, bien sûr, le classique, c'est de proposer des visios, de trouver des temps et des timings en commun, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant puisque l'apprenant, s'il est très éloigné, ne va pas revenir
en centre de formation. Or, évidemment, des contenus de formation sont dispensés en son absence due à son stage. Donc, on a aussi travaillé sur des projets pédagogiques et des modules de formation e-learning. Mais là, l'avantage, c'est qu'il y a évidemment au sein de cette structure Dokeos qui offre à la fois des outils auteurs et des outils de diffusion. Donc, ce qu'évoquait Vincent sur la recherche d'un outil de diffusion compatible avec un ERP, ben, en fait, le problème ne se posait pas. Enfin, tout cet amont ne se posait pas. Donc, pour ma part, j'ai essentiellement accompagné mes collègues sur justement la digitalisation de leur formation, de leur proposition de modules présentiels en distanciel. Donc, l'angle plutôt pédagogique, le troisième angle. Ouais, moi, je voulais juste Il ne reste plus que quelques minutes, donc peut-être Luc, et puis il y a Erwan qui avait aussi… Juste par rapport à ce que tu disais, Agnès, c'était peut-être un retour d'expérience qui pouvait servir aux autres, sans citer la marque que tu as citée là, hein, les autres aussi, les plateformes avec les outils intégrés, c'est assez compliqué d'être propriétaire de ces formations, parce que quand on crée les modules à l'intérieur de la plateforme, si un jour le modèle économique de la plateforme ne nous convient plus ou n'est plus rentable, on ne peut pas repartir avec ces modules. C'est pour ça que c'est intéressant de créer les modules en dehors et de les mettre dans une plateforme, et on part avec les modules sous le bras, ils nous appartiennent toujours. C'était juste pour alerter. Oui, tout à fait, je suis d'accord. Là, c'était pour expliquer le contexte bien particulier de cette structure, mais effectivement, il vaut mieux être propriétaire avec d'autres outils auteurs. Exact. Erwan, juste un partage de ton… Sur les animations de la communauté, là Oui, bonjour. Un partage, oui, on avait, dans mon ancienne expérience, pas la toute dernière, on avait une formation full digital, justement de formation métier de Digital Learning Manager. Et en fait, la difficulté rencontrée, ce qu'on avait mis en place pour pallier à ça, c'est au-delà de dire, OK, vous avez accès à X cours, vous allez faire, c'était d'avoir un vrai plan de communication qui rythmait, mais qui était écrit à l'avance. C'est-à-dire que c'est pas j'improvise, tiens, si on se voyait, si on se faisait une visio la semaine prochaine, mais c'était vraiment un rythme régulier où on avait à la fois du social learning, puisque chacun devait rendre un exercice et c'était le reste de la communauté qui évaluait l'exercice en disant voilà, ok, je comprends bien ton message, ou là-dessus je vois pas tes objectifs. Donc on abordait différentes sur comment créer une animation, comment créer un visuel, etc. Et puis effectivement, on faisait aussi différentes options en fonction de ce que chacun voulait mettre de lui, pour reprendre les mots de Vincent. C'est qu'on pouvait de temps en temps proposer de se voir physiquement à des rythmes réguliers. Alors, ce qui est facile quand tout le monde est regroupé sur Paris, ce qui l'est beaucoup moins quand c'était des personnes qui étaient en France entière, où on arrivait de temps en temps à faire une visio. Donc, c'est vraiment la réussite, en fait, le succès de ce type d'approche, c'est vraiment de passer sur une communication rythmée qui est partagée en avance, et chacun sait où il met les pieds. C'est-à-dire qu'on signe un contrat en arrivant en disant « Ok, je sais ce que je viens chercher, je sais que je dois donner pour que ça fonctionne, puisque je vais participer, je vais évaluer les autres. Ce n'est pas une évaluation sanction, mais bien je vais faire un retour sur les productions des autres. » Et ça a marché au final assez bien. Mais c'est vrai que c'est un métier d'animer la communauté. C'est un métier d'animer des webinaires réguliers pour qu'ils soient efficaces et pas juste « bonjour, comment vous allez ?» Voilà, c'était ma petite expérience, mon petit retour. Il nous reste, voilà, on va essayer de conclure maintenant. Comme vous le savez, ces webinaires du cluster EdTech Grand Ouest sont maintenant hebdomadaires. L'idée, c'est comme aujourd'hui, les uns à la suite des autres partagent une expérience sur un sujet. Donc, si vous avez des idées et des choses à partager que vous avez expérimentées, soit dans votre process, comme Vincent nous l'a raconté, soit d'un point de vue purement sur une approche pédagogique. Je vois qu'il y a des mots de classe inversée qui sont sortis ce matin, l'animation d'une communauté.
prenez contact donc avec le cluster EdTech ou directement sur le site pour proposer votre contribution. Voilà, il y a un comité éditorial qui se réunit un vendredi par mois pour faire la programmation sur le mois suivant. C'est une action du cluster qui est soutenue par le Conseil régional de Bretagne, qu'on remercie, et au titre vraiment de la valorisation des pépites du Grand Ouest et de la valorisation de ce qui est fait pour l'ensemble de la communauté. Ce que je vous propose pour conclure, c'est peut-être que chacun, et je vais remettre les micros, un petit mot de la fin, et vous mettez sur le chat tout simplement si vous avez des idées pour la semaine prochaine et les semaines à venir. C'est bon pour toi, Luc? Oui, n'hésitez pas à proposer des idées. On a déjà un petit peu d'avance sur le calendrier éditorial, mais là, on voit que les échanges ont été très, très riches et je pense que dans les gens qui sont présents là, il y a des partages d'expériences. On aurait très bien pu refaire sur le même sujet un autre webinaire, tant il y a de choses à dire en fait. Donc, n'hésitez pas. Et tu as parlé du site, tu as dit que sur le site, on a… Ouais. Sur le site, on a possibilité d'avoir une page de contact et de rentrer en contact avec le cluster pour partager ses expériences. Vincent le disait, c'est que ça va servir à tous, cette mutualisation des connaissances, et on est là pour ça. Donc, on vous invite vraiment à être dynamique et à faire vivre ce territoire apprenant avec des belles personnes. Donc, voilà, écoutez, je propose simplement qu'on fasse un tour de piste. Chacun dit un mot avec lequel il voudrait partager. Erwan, tu nous partages ton mot de la fin, juste un mot, tout simplement. Désolé, j'étais en train de me connecter pour ma prochaine réunion. Non, mais merci en tout cas, Vincent, de m'avoir rappelé que ça existait, que je pouvais participer, donc puisque ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Non, bravo pour l'échange. J'ai déjà eu je vois qu'il y a quelques personnes qui m'ont mis en contact sur LinkedIn, donc effectivement, moi, je suis prêt à partager mon expérience et ma petite expérience sur le domaine. Puisque j'ai la chance d'avoir fait et du présentiel et du distanciel et du mixte, du blended. Donc voilà. On va s'arrêter là, c'est juste un mot. Ok, bon, c'était bien, bravo. Voilà. Bonne journée. Agnès, tu nous partages ton mot de la fin? Oui, tout à fait. Alors, merci à tous les échanges qu'il y a pu y avoir dans le chat, effectivement, puis aussi à ce rappel des 3 axes à prendre en compte en tant qu'organisme de formation, le commercial, la gestion administrative et bien sûr, sans oublier la pédagogie. Merci Agnès. Dylan, juste un mot, on essaye. On ne t'entend pas, Dylan. Ouais, Dylan. Dylan ? Il faut remettre ton micro. Alors, on va passer à Christian pendant que Dylan… Partager ton mot de la fin, Christian? Oui, moi je suis très content d'avoir participé, j'ai appris plein de choses, donc c'est très bien. Moi je vais continuer à suivre les webinaires et probablement vous demander, comme je suis en Occitanie, s'il y a l'équivalent du Grand Ouest, des initiatives Grand Ouest dans le Sud-Ouest. Pas encore. Mona, tu nous partages juste un mot, on va essayer, un mot de la fin. Oui, bonjour. Merci, c'était très intéressant. Moi, je suis plutôt sur le côté animation des formations, puisque je travaille plutôt pour des organismes de formation. Donc, tout l'envers du décor dont vous avez parlé au début, les étapes 1 et 2, ça a permis de connaître un petit peu tout ça plus en détail. Donc, merci beaucoup, c'était très instructif. Philippe, merci Mona. Oui, c'est la solidarité, on va dire, je pense. C'est le mot-clé en ce moment. Donc là, on le voit qu'avec Vincent, finalement, ça fonctionne parce qu'il y a une entraide, parce qu'il y a de la solidarité, parce qu'il y a de la bienveillance. Voilà. Donc ça fonctionne que comme ça, a priori, en tout cas, sur ce type de mise en place de digitalisation. Merci.
Je suis désolé pour tout à l'heure. J'ai eu un petit problème de micro. Là, après, merci et encore bravo à tous. Là, après, ce partage m'a encore permis de continuer d'apprendre. Les utilisations de chacun et les façons dont ils l'ont mis en œuvre m'ont beaucoup intéressé. Et puis, ça rajoute une corde à mon arc de ma formation. Merci Dylan. Stéphane, tu nous partages juste un petit mot de la fin aussi? Oui, tout à fait. Vous m'entendez? Oui. Très bien. Non, juste, je rebondis sur ce que j'évoquais tout à l'heure et une recommandation, si le sujet vous intéresse, un podcast, Ça reste entre nous, de Nicolas Lozancic. C'est Ouais. une référence, je vous conseille à tous. Ouais. Ce podcast, il est très, très bien. Ouais. Donc, voilà, ça permet effectivement de prolonger le sujet et puis d'approfondir certains points dont je parlais tout à l'heure. Je ne sais plus quel épisode c'est, mais d'un retour d'expérience d'une personne qui est animateur de formation dans un grand groupe. Oui, il est très bien, Nicolas. Oui, pour moi, je vais dire le mot social. Hein, c'est un mot qu'on a entendu beaucoup dans le sens mutualisation, etc. Et juste un petit rappel qu'on apprend seul, mais jamais sans les autres. Donc, je dirais que cette mutualisation est primordiale. Merci. Merci. Patricia? Moi, je vais finir également un petit peu comme Juliette. Je vais parler de collectif et de communauté. C'est vrai que si on n'est pas tous ensemble, ce sera compliqué tout seul. Voilà, merci à tous. Merci Patricia. Cindy? Cindy, on n'a plus l'image de Cindy, ni son son. Alors, on va passer à Françoise. Eh bien, merci. Moi, je rejoins votre webinaire pour la première fois. Je trouve ça super instructif. Et je ne voyais pas comment continuer à rester formatrice avec un numéro de formation. Là, je pense que j'ai trouvé une belle communauté avec vraiment envie de vous rejoindre. Bravo pour cette initiative. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.